All right. Good afternoon, everybody. Welcome to this session. Bonjour à tous, bienvenue pour cette session. Je pense que les retardataires vont arriver, mais je vais commencer par vous poser une question. Il sera intéressant de savoir, de connaître votre réponse. Il s'agit de la session sur la société démonétisée et les fintech. Je viens de Reuters, je suis Alex Srefol. Le panel d'intervenants est impressionnant cet après-midi. Si vous étiez à cette session l'an dernier, vous avez vu que l'angle est un petit peu différent cette année. On va parler de sociétés démonétisées et on va plus parler de la numérisation des paiements et des conséquences pour nos économies et nos sociétés. Alors, pour situer un petit peu le contexte, on ne peut pas nier, à la fois dans les économies développées et en voie de développement, que l'on va vers des sociétés démonétisées. Il y a eu une enquête récemment de Ipsos pour la banque ING, la semaine dernière, il me semble, et plus d'un tiers des Européens et des Américains seraient heureux de pouvoir se passer d'argent liquide et de payer uniquement par voie électronique si c'était possible. Et 20% le font, d'ailleurs, déjà. Cela me semble absolument fascinant et très révélateur. Alors on peut trouver les extrêmes en Scandinavie, où l'argent liquide est extrêmement rare et la banque nationale, la banque suédoise, envisage de lancer une monnaie électronique et l'un des représentants de la Riksbank est d'ailleurs avec nous aujourd'hui. Est-ce que l'argent liquide va complètement disparaître? C'est l'une des questions que l'on va forcément se poser aujourd'hui. Il me semble que cela est peu probable dans un avenir proche, étant donné les différences culturelles, les différences historiques dans les différents pays, mais on va dans cette direction au niveau mondial. Donc on va examiner ces différences cet après-midi. Et on parlera des avantages des paiements électroniques. Et également, on parlera des risques associés. Je voudrais présenter nos intervenants. D'ailleurs, je voudrais d'abord vous poser une question comme ça. Pendant que je suis en train de présenter les intervenants, vous pourrez répondre et on regardera ensuite votre réponse. Alors, on va commencer par Jean-Luca Riccio, donc de la Banque commerciale Risque, CBR, Lloyds Banking, vice-président de la Task Force Finance du BIAC, Tad Kozinski, sous-secrétaire d'État, ministère du Développement économique en Pologne, Hans van Dalsen, éditeur du journal Z aux Pays-Bas, puis nous avons M. Primoz Zupan, PDG de Mbilt en Slovénie, Mme Kinsley, qui est donc représentante de la banque Riksbank en Suède. Alors la question que je souhaitais vous poser est la suivante. Pensez-vous que la numérisation des paiements permet d'améliorer l'inclusion financière ou l'inclusivité financière? Oui, non, vous ne savez pas. Je vous laisse réfléchir et puis on aura les réponses à l'écran. Et on posera également cette question à nos intervenants. Here we go. All right. An opening question, a broad question to each of you, just that will. Alors une question que je souhaite vous poser à tous et qui vous permettra un petit peu d'expliquer quelle est votre position par rapport à ces questions. Et bien sûr, cela dépend du pays dont vous provenez. Je voudrais commencer par Cécilia. Est-ce que l'argent liquide va-t-il disparaître? Est-ce qu'il va disparaître un jour? Est-ce que c'est une bonne chose s'il disparaît un jour? Alors, est-ce qu'il va disparaître complètement?
Alors, si l'on regarde les tendances, eh bien, la tendance actuelle en Suède est que la quantité de billets et de pièces en circulation en Suède a décru fortement de 50% en Suède au cours des dernières années. Donc, si on extrapole, le dernier billet sera probablement remis à la banque aux alentours de 2020. Alors, est-ce que cela va se produire? Je ne pense pas que les gens vont rejeter complètement l'argent liquide, parce que cela dépend également du rôle de l'argent. C'est une réserve de valeur, une unité monétaire, une manière d'effectuer des paiements. Et donc ces trois rôles sont très importants. Et en tant que réserve de valeur, l'argent liquide aura toujours un rôle. Il y a des gens qui ne font pas confiance à l'État ou qui ne font pas confiance aux banques et qui voudront en avoir chez eux. Par contre, en termes de paiement pour un café, pour de l'alimentation, eh bien, je pense que l'argent liquide va disparaître, en tout cas en Suède. Est-ce que l'on peut dire que la Suède est la société la plus démonétisée du monde actuellement? Eh bien, si vous regardez l'indicateur dont je vous parlais, c'est-à-dire la valeur des pièces et des billets en circulation, je n'ai pas vu d'autres pays avec une diminution aussi forte que la nôtre. Par contre, si l'on regarde ce que les gens répondent lorsque on leur pose la question lors des enquêtes, est-ce que vous avez de l'argent liquide, est-ce que vous payez en argent liquide, eh bien, les chiffres restent quand même assez hauts. Donc, les personnes sont heureuses de s'adapter à la technologie des paiements électroniques. Mais de plus en plus de gens se rendent compte qu'ils peuvent vivre sans argent liquide. Il y a une application qui s'appelle Swish et puis il y a les cartes de crédit. Donc voilà. La Slovénie. Vous êtes le PDG d'une entreprise FinTech, donc il est dans votre intérêt de faire disparaître cet argent liquide ou de le voir disparaître. Mais parlez-nous un petit peu du contexte en Slovénie. Merci. Eh bien, en Slovénie, comme dans d'autres pays, 60% des paiements sont effectués en liquide. Donc, en tant que start-up du domaine FinTech, il y a encore un potentiel énorme. Notre mission est de promouvoir la numérisation et de nous orienter vers une société démonétisée ou des paiements démonétisés. Pourquoi? Eh bien, les jeunes sont habitués à Twitter et donc ils veulent que tout se produise dans l'instant, instantanément. Et donc, si vous regardez combien de temps il faut pour trouver un distributeur de monnaie, tirer de l'argent, payer, recevoir votre monnaie, pour les utilisateurs, c'est quelque chose qui n'est pas pratique. Et c'est la même chose pour les vendeurs. Nous parlons aux vendeurs du monde, les utilisateurs de téléphones portables, les banquiers, et nous rendons plus facile cette utilisation pour les vendeurs, pour qu'il soit plus facile de payer. Et nous nous concentrons sur cet aspect. Lorsqu'il y a une monnaie électronique, elle peut facilement être suivie, alors que la retrouver. Alors que l'argent liquide, si vous le payez, si vous le perdez ou si on vous vole, vous ne pouvez pas le retrouver. Donc, il y a énormément d'opportunités pour vous en Slovénie, pour votre entreprise. Hans. Vous avez dit, comme la Scandinavie, nous sommes presque totalement démonétisés à Amsterdam, mais il faut des solutions qui marchent pour tout le monde. Et en particulier, vous pensiez aux sans-abri, aux SDF, qui vendent votre journal et qui ont du mal à trouver des personnes qui peuvent les payer en liquide. Effectivement, l'argent liquide disparaît des rues d'Amsterdam. Donc l'excuse numéro 1 d'une personne qui souhaiterait peut-être acheter un journal fait par les sans-abri, et lorsqu'un vendeur leur demande, ils disent « Ah, ben, je n'ai pas de monnaie ». Et donc nos vendeurs viennent et nous disent ben, « Les gens n'ont plus d'argent liquide, qu'est-ce que je peux faire ?» Et c'est un gros problème pour eux.
Alors on essaye de trouver une solution. On a effectué des tests avec des vendeurs qui avaient des machines à cartes. Et je pense que c'est encore trop tôt. Il va falloir encore quelques années avant que cela fonctionne. I think that one in front of you works, actually, if you want to try it. TAD. Ensuite, après, vous pouvez vous interrompre l'un l'autre puisque vous avez chacun votre micro. Alors, comment ça se passe en Pologne? Quel est le contexte? Et vous, en tant que représentant du gouvernement qui a travaillé également dans le secteur privé, comment voyez-vous cela? Eh bien, une société démonétisée intéresse tout le monde, les banques centrales, les banques, le fintech. Les consommateurs ne s'intéressent pas à cette question. Ils veulent pouvoir payer leurs achats, leur essence, etc. Pour lui, le plus important, c'est son expérience en tant que consommateur. Sa priorité, lui, c'est d'obtenir les biens qu'il est en train d'acheter. Ici, en Pologne, nous avons un paradoxe. 20% des paiements sont électroniques, 80% en liquide et avec des retraits qui sont effectués dans des machines, dans des distributeurs. Mais si on regarde les paiements électroniques, on parle essentiellement des cartes, mais pas exclusivement, et 85% de ces paiements sont sans contact. Donc, avec le métro de Londres, nous avons le système de paiement électronique le plus développé du monde. C'est un peu paradoxal. Et la raison est que l'expérience du consommateur est la priorité. Et donc, si c'est plus facile de payer en liquide, eh bien, il va payer en liquide. Et si c'est plus facile de le faire électroniquement, c'est ce qu'il fera. Et puis, deuxièmement, si vous permettez au consommateur de payer électroniquement, mais que vous ne lui donnez pas de moyens d'accepter cela, il ne va pas le faire. Donc, nous avons un nombre limité de paiements, donc ce qui veut dire qu'on peut aller se rendre dans certains commerces qui ne sont pas équipés de paiement. Et donc quand ça arrive plusieurs fois au consommateur, finalement, il ne va plus utiliser cette carte. Et donc nous travaillons à cela, à l'acceptation de la carte. Le consommateur a donc le droit de payer soit en argent liquide, soit électroniquement. Et bien sûr, cela signifie que le vendeur sera obligé d'accepter les moyens électroniques, puisque ce sera un droit du consommateur. Et donc, avant de faire cela, il va falloir augmenter le niveau d'acceptation, et donc c'est en cours. Mais bien sûr, il faut prendre donc en compte le taux d'équipement en terminaux. Et donc, on va avoir besoin d'un petit peu de temps avant d'avoir 100% des vendeurs équipés de machines, de terminaux. Encore une fois, on sait que le liquide, cela coûte cher, mais tout le monde pense que c'est gratuit. Nous pensons que cela représente environ 1% du PIB dans notre pays. C'est-à-dire donc une somme extrêmement élevée, mais donc si on demande à un magasin d'accepter les cartes et que cela représente 5% de son chiffre d'affaires, il trouve que c'est trop cher. Il y a donc un marché en Pologne, à la fois les banques, les vendeurs. Nous travaillons avec eux pour construire un fonds qui va permettre de financer les terminaux de paiement et de réduire les frais, en tout cas pour la première année, notamment pour les petites entreprises. Merci, on y reviendra un peu plus tard. Gianluca, vous êtes représentant du B20. Et vous analysez les risques dans une banque commerciale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du contexte? Quels sont les avantages de cette
de passer à une société démonétisée. Merci. Je pense que la direction suivie est assez claire. C'est clair en matière de perception du coût. Ce n'est pas forcément clair, mais par contre, on sait très bien vers où on va. Par exemple, il y a quelques années, une lettre a été rédigée pour dire « Merci d'avoir envoyé cette invention. Votre jouet électronique nous paraît extrêmement intéressante, mais nous ne pensons pas qu'il ait beaucoup d'avenir. » Et cette lettre avait été écrite à Bell. Il s'agissait du téléphone. Et la réponse avait été rédigée par le président de l'Union des télégraphes aux États-Unis. Donc voilà, lorsque l'on parle de compréhension et de perception, eh bien, la même chose se produit actuellement. La question n'est pas vraiment de savoir si nous allons nous transformer en société démonétisée parce qu'on va dans cette direction. La question est de savoir comment cela va se produire. Il y a des risques associés à cette démonétisation. L'utilisation des données les données sont une question essentielle. Cela signifie qu'elles seront traitées de manière transfrontalière, alors que chaque pays met en place ses propres réglementations. Et comment donc ces données vont-elles traverser les frontières? Et cette question du comment est importante. Dans le cadre du G20, nous commençons à y réfléchir. Et lorsque nous parlons de FinTech, c'est un mot que l'on utilise parfois à tort pour un peu tout. Et donc, il faut savoir ce que fait l'entreprise. Est-ce qu'il s'agit d'une plateforme ou est-ce qu'il s'agit d'une entreprise qui prête de l'argent? C'est des activités complètement différentes. Le système de paiement, c'est quelque chose. La plateforme, c'est autre chose. Et le fait d'octroyer des prêts est également quelque chose de totalement différent. Lorsqu'on parle des applications pour les cartes de crédit, 40 à 50% des applications sont frauduleuses. C'est-à-dire elles ne sont pas validées, mais les gens essayent. Et les tentatives deviennent de plus en plus sophistiquées. Et donc il faut investir de plus en plus pour attraper les fraudeurs. Et donc il faut traiter toutes ces informations. On reviendra sur la question de la réglementation. Je vous remercie de cette introduction. Je n'ai pas oublié la question que je vous ai posée et j'y reviendrai plus spécifiquement lorsqu'on parlera de l'intégration ou l'inclusion. Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de différences, c'est-à-dire que tout le monde traite ces questions de manière différente. On parle d'inscrire les droits des consommateurs dans une loi en Suède. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas aussi réglementé. Est-ce qu'il faut une méthode harmonisée? Par exemple, dans le cadre de l'Union européenne, par exemple, d'une union commerciale. Je pense que c'est trop tôt. Parce que les différents pays sont à différents stades de développement et c'est complètement normal. Si l'on regarde ce qu'est l'argent, cela fait des milliers d'années que l'on a de l'argent parce que cela sert à régler une transaction. Mais pour que cela fonctionne, il faut que les gens aient confiance, il faut qu'il soit efficace, il faut qu'il y ait des économies d'échelle, sinon il n'est pas efficace. Nous avions les métaux pendant très longtemps et puis il y a 350 ans, il y a eu une innovation qui a eu lieu en Suède puisque nous avons lancé les billets papier pour compléter le métal. Et puis ensuite, 300 ans plus tard, nous voyons apparaître les paiements électroniques. C'est l'étape suivante. Donc il est très normal d'essayer de voir quelle peut être la prochaine étape. Et nous, en Suède, nous pensons que à la Banque centrale, nous allons devoir
voir s'il sera nécessaire d'émettre de l'argent, une version électronique des pièces et des billets pour ceux qui souhaitent encore avoir une banque centrale. Mais d'autres personnes pensent totalement différemment et c'est normal. Donc tout le monde fait un petit peu met en place sa propre méthode, la Pologne également. Mais donc comment faites-vous? Eh bien pour le gouvernement, c'est important d'aller de l'avant. On n'est pas en train de dire au marché comment résoudre le problème. On n'est pas en train de leur dire qu'il faut qu'ils utilisent le téléphone ou les cartes ou autres moyens électroniques. Ce qu'on dit, c'est que les paiements électroniques et en liquide sont identiques et que les reçus fiscaux sont identiques également. Bon, après, de voir comment le marché s'adapte, c'est au marché de le faire. Cependant, il est important d'avoir une entité centrale qui rassemble les bonnes pratiques et les bonnes normes. Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais donc il y a Internet, les achats sur Internet. Donc tout va bien lorsque j'achète en Pologne sur Internet. J'utilise des systèmes polonais parce que lorsqu'on n'a pas parlé, lorsqu'on a parlé de l'intégration, eh bien, c'est que beaucoup de gens ont des comptes en banque, donc c'est inclusif. Mais en fait, si ils veulent utiliser Uber ou acheter un billet d'avion sur Internet, comment ils vont le faire s'ils n'ont pas de compte en banque? Donc il faut qu'il y ait d'autres moyens de paiement qui soient acceptés sur Internet parce que sinon des Polonais ne pourront pas acheter à des marchands en Suède s'ils n'ont pas accès au système de paiement en Suède. Donc on ne va pas avoir 27 systèmes différents. Gianluca. Oui, effectivement. C'est important de travailler au sein d'un pays, mais également le transfrontalier est important et les services transfrontaliers. Parce que différentes activités sont couvertes dans les systèmes de paiement, systèmes de prêt. Tout le monde connaît Alibaba, par exemple. L'activité qui croît le plus dans Alibaba sont les paiements et les prêts, parce qu'en Chine, donc, ils commencent à le faire. Et donc forcément, il y a une croissance très forte. Donc si les différents pays ont différents systèmes, différentes normes, ce n'est pas seulement la question de pouvoir se mettre en relation, mais cela crée également des opportunités d'arbitrage. La personne qui peut se connecter va le faire. Et donc dans ces cas-là, les effets négatifs seront plus forts que les effets positifs. Parlons un petit peu de la technologie. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Vous avez Swish en Suède, N-Bills, donc pour vous, Primos. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment cela marche et puis ensuite on pourra peut-être parler de la vie privée et de l'absence d'anonymat. Notre plateforme mobile relie le compte bancaire au numéro de téléphone, quel que soit téléphone portable, quelle que soit la banque. Donc il ne s'agit pas d'une autre application bancaire sur mobile parce qu'on ne couvrirait qu'une seule banque dans ces cas-là. Et ce n'est pas le cas et nous sommes indépendants. Donc on peut envoyer de l'argent directement simplement en rentrant le numéro de téléphone et on n'est pas contraint par les horaires bancaires alors que le système classique est limité par les horaires d'ouverture des banques et les utilisateurs ont besoin de prendre en compte l'horaire auquel ils effectuent leur paiement. Et dans notre cas, lorsque vous rentrez le numéro de portable, eh bien cela est possible 365 jours par an et 24 heures sur 24. Au départ, nous étions une application qui recevait des factures mobiles mensuelles
En 2015, le gouvernement a décidé que toutes les entreprises qui travaillaient avec le service public devaient émettre des factures électroniques. Et nous avons vu que c'était une opportunité. Par exemple, une facture, si j'ai besoin de payer l'électricité, eh bien, je la reçois directement électroniquement. Et cela permet également d'améliorer le paiement, parce que je peux avoir accès à ma facture n'importe où, donc que je sois à la maison ou que je sois en train de voyager dans un autre pays. Et l'app nous rappelle qu'on a besoin de payer. Et puis, lorsque nous avons parlé des paiements sur le web, nous avons inclus la question de l'e-administration en Slovénie. Par exemple, si je veux prolonger l'enregistrement de ma voiture, je peux le faire sur Internet. Je scanne le code grâce à notre application et j'effectue mes paiements. Les registres fiscaux qui ont été lancés l'année dernière étaient également obligatoires pour toutes les entreprises qui avaient besoin de faire cela avec les autorités fiscales. Et cela nous a permis de simplement scanner la facture et de payer très facilement. Et tout ceci est anonyme. Par contre, donc chaque utilisateur doit être, l'identité de chaque utilisateur doit être vérifiée au départ, ce qui évite la fraude, le blanchiment d'argent, etc. Tad, est-ce que vous avez un système de ce type en Pologne? Et si vous n'en avez pas, pourquoi pas? Bon, je ne suis pas en train de faire de la pub pour son entreprise, mais voilà. Et on reparlera de la question de la vie privée après. Oui, nous avons un système qui ressemble très fortement. Il y a 4 ou 5 qui a été mis en place qu'il y a 4 ou 5 ans avec un téléphone. Vous recevez 6 chiffres qu'il faut rentrer. Et c'est intéressant pour le consommateur parce que vous pouvez payer grâce à cette application donc physiquement et également donc dans un commerce et sur Internet. Bon, physiquement, ça n'a pas marché. Tout le monde sait pourquoi. Parce que si on compare les cartes sans contact au fait de sortir un téléphone, demander un code à 6 chiffres et vous le donnez au vendeur, ça ne marche pas. Alors que sur Internet, c'est l'inverse. La sécurité est secondaire par rapport à l'expérience du consommateur parce que, vous le savez, sur Internet, lorsque vous utilisez Visa ou autre et que la marchandise n'arrive pas, vous pouvez demander un remboursement. Vous ne pouvez pas le faire pour d'autres types de moyens de paiement. Et donc, les consommateurs préfèrent quand même utiliser ce système parce qu'il n'y a que 6 chiffres à rentrer par rapport à tous les chiffres de la carte bancaire. Donc c'est l'expérience du consommateur qui prime, son expérience d'achat. On parle d'intégration ou d'inclusion financière et d'anonymat. Tout ce système de paiement numérique est très anonyme et vous parliez d'une absence d'anonymat. Pour les sans-abri, les SDF qui sont exclus, ils souhaitent être inclus. Et une transaction avec du liquide est une transaction sociale. C'est très difficile d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est en train de faire un paiement en ligne. On a besoin de plus d'échanges sociaux. En tout cas, c'est ce que me disent les gens que je représente. Je sais qu'aux Pays-Bas, en tout cas à Amsterdam, vous avez testé le système électronique pour votre journal et ça n'a pas marché. Pourquoi? Est-ce que c'était un problème technologique? Est-ce que c'était des problèmes de protection de vie privée? Quel était exactement le problème? Eh bien, pour les acheteurs et pour les vendeurs, c'était trop compliqué. Il y avait besoin d'une machine à carte, le journal, une connexion Internet, une connexion Bluetooth. Bon, dans quelques années, ça sera beaucoup plus simple. Nous, on voulait le faire très tôt, de manière précoce, et on voulait montrer que
c'était bon d'avoir cet échange, cette transaction, de parler à un SDF, c'est quelque chose qui est positif. On ne veut pas perdre cet aspect. Et donc on le refera. C'est pas quelque chose qu'on oublie. Oui, je pense que ce n'est qu'une question de temps. Les commerçants suédois, enfin les vendeurs donc de ce type de journal emploient cette technologie. Ils sont ravis. Et donc oui, je serais ravie de voir un vendeur sans abri qui accepte la carte. Je pense que ça viendra bientôt dans notre pays. Pour ce qui est donc de l'intégrité et de l'ensemble des questions des empreintes qui sont laissées par nos données, les données associées aux transactions, eh bien, c'est un compromis, un arbitrage à effectuer puisque on est en recherche de sécurité, mais donc cela veut dire plus de supervision. Donc, à mon sens, c'est une situation à laquelle on doit faire face dans nos sociétés contemporaines. À l'avenir, on pourrait peut-être se retirer un petit peu. Par exemple, je ne suis pas ravie de savoir que mon entreprise ou ma compagnie d'assurance puisse voir que je consomme trop de produits gras ou autres. Donc il faudrait pouvoir protéger les données qui sont associées à ces transactions. Nous y reviendrons dans un instant. Donc on était en train de parler d'intégration financière. Et maintenant, je voudrais que l'on voit les réponses à la question que je vous ai posée. Donc, est-ce que la démonétisation de la société est propice à l'intégration financière? Oui, non, je ne sais pas. Juste sur la question de l'anonymat, je pense qu'il s'agit surtout de sensibilisation vis-à-vis de nos consommateurs. Alors, les entreprises ne savent pas ce que vous avez acheté. Les banques peuvent savoir combien d'argent vous avez dépensé, mais ne savent pas exactement ce que vous avez acheté. On parle souvent d'anonymat en sachant qu'on a une carte de fidélité dans le supermarché du coin et le supermarché du coin, évidemment, a toutes ces informations sur nous et sur notre vie privée. Donc, c'est un paradoxe. Alors voilà, vos réponses. 68% ont voté oui, 27% d'entre vous pensent que non. Et tout à l'heure, nous aurons donc la séance questions-réponses. Mais qui d'entre vous a donc répondu non de manière farouche? Monsieur, est-ce qu'on peut lui apporter un microphone afin qu'il puisse intervenir? Est-ce que vous pourriez nous indiquer où vous êtes? Merci. Alors, j'ai répondu non, car cela dépend de votre accès à la connexion et ce fossé, évidemment, reste encore à combler. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que tout cela va changer, ça va être très très simple. Et donc, vous n'auriez plus de problème à ce moment-là? D'accord, très bien, c'est noté. Je voulais rebondir sur ce qui a été dit par M. Hans et M. Tadeusz. Au Danemark, il y a une organisation qui est du même type avec des sans-abri qui vendent des journaux. L'expérience est plutôt positive. Et je voulais reprendre les propos donc, de M. Tadeusz. En ce qui concerne l'expérience usagée, on essaye vraiment de s'attaquer à la racine du problème et voir ce dont l'usager a besoin. Sinon, on risque de créer un outil qui est très sophistiqué, mais qui ne sera pas utile pour le consommateur ou l'usager. Et nous avons vu que cette expérience était plutôt positive lorsque nous avons
mis en place le registre en ligne, qui était très positif pour les commerçants qui n'ont qu'à signer le document en ligne. Et nous avons pu constater, au cours des 2 premiers mois, après le lancement de cette initiative, que 350 000 points de vente étaient enregistrés et 200 000 de plus étaient enregistrés par les commerçants eux-mêmes. À la frontière entre la Croatie et la Slovénie, il y a une petite ville et il y a un restaurant. Et le propriétaire de ce restaurant s'est enregistré lui-même donc grâce à cette application. J'ai vu sur mon portefeuille électronique qu'il était cartographié. J'ai souhaité payer grâce au point de vente mobile. Il m'a demandé comment je l'avais trouvé et je lui ai expliqué qu'il était cartographié. Et donc, on voit bien que là, il s'agit vraiment d'une application concrète de notre initiative. Je voudrais revenir sur la question de la protection de la vie privée, de l'anonymat et les risques qui sont donc associés à ces problématiques. Alors, Gianluca, pouvez-vous nous dire si ce que nous proposons est dangereux et si oui, à quel point? Alors oui, c'est un risque qui doit être pris en compte et géré. Il y a 2 aspects. Tout d'abord, la vie privée des individus et là, oui, c'est un arbitrage à effectuer. Lorsque nous faisons usage de l'application Uber, nous partageons notre géolocalisation. Donc bien sûr, cela veut dire que nous sacrifions cette part de vie privée, puisque le conducteur sait où nous sommes. Donc c'est un arbitrage d'un point de vue individuel et personnel. Ensuite, il y a une responsabilité propre au traitement des données, les données qui sont donc accumulées par ces plateformes. Il s'agit du traitement qui est effectué par les entités qui recueillent ces données. Et donc, c'est à l'entité qu'incombe la responsabilité du traitement de ces données. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de la masse que cela représente. Google, on sait que par rapport à l'accumulation des données jusqu'à 2003, jusqu'à ce que Google soit lancé, eh bien, ça ne représente rien à la quantité des données qui ont été accumulées depuis 2003. Et donc, il y a un impact sur les flux d'informations et bien sûr, il y a la question de la responsabilité de l'entité qui traite les données. Ensuite, il y a aussi le flux de ces données au sein des entités, au sein des pays et entre les différents pays. Et le problème auquel nous devons faire face est le suivant, à savoir que dès que l'on traverse la frontière ou le secteur d'activité, eh bien, les règles qui s'appliquent sont différentes. La réglementation est différente. Elles ont un objectif commun, mais les réglementations sont différentes. Et donc, cela dépend pleinement des intentions de ceux qui traitent les données. Bien sûr, il y a des avantages et des bénéfices à en tirer, mais c'est au prix de quelque chose. L'usage des données est très important pour les sociétés concernées et il faut que nous sachions comment nous allons protéger ces données et les traiter, car ces données sont mondiales. Et donc, il s'agit de gestion de risque et de gestion de risque d'une manière harmonisée et collaborative. Cécilia, vous avez parlé donc de votre compagnie d'assurance qui pourrait savoir que vous consommez telle quantité de produits gras ou sucrés. Alors, cela ne va sans doute pas changer. On ne va pas pouvoir dire on ne peut pas partager ces données, on ne peut pas retourner en arrière. Et c'est peut-être la peur exprimée là.
Non, je ne suis pas vraiment d'accord là. Je pense que tout législateur peut mettre en place des règles, des réglementations qui s'appliquent à l'analyse des données, à leur distribution. Et je pense que vraiment cela dépend de chaque système politique. C'est un choix à effectuer. Mais il y a toujours un moyen de contourner cela. C'est ce que nous voyons. Les règles et la réglementation est établie, mais il y a toujours un moyen de contourner cette réglementation. Oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes en train de contester la législation et normalement, il faut des poursuites judiciaires si vous avez un système judiciaire qui est efficace. Oh, cela dépend de là où vous vous trouvez. Bah, par exemple, si vous vous trouvez dans une île, sur une île dans le Pacifique, ça peut être problématique. Alors, oui, nous nous inquiétons des questions d'intégrité et d'efficacité, mais nous devons garder à l'esprit quelque chose d'essentiel. Il y a différents types d'argent. Alors, oui, je suis bien sûr, je travaille bien sûr à la Banque centrale, donc ce n'est pas très impressionnant ce petit cours, mais en tout cas, il y a deux types ou deux formes d'argent. Alors là, j'ai un billet de 200 couronnes suédoises. C'est la Banque centrale qui émet cette monnaie, ou ce billet de banque, ce type d'argent. Mais en tout cas, dans la société suédoise, il y a également une autre forme. Voici, c'est ma carte de débit. C'est de l'argent également. J'ai accès à l'argent que j'ai déposé dans mon compte en banque grâce à cette carte. Lorsqu'on parle d'intégration financière, ce qui pourrait se produire en Suède, c'est que si ce billet de banque que j'ai dans la main disparaît en tant que réserve de valeur, mais en tant que moyen de transaction, eh bien, cela veut dire que on se trouve piégé dans le système de banque commerciale, ce qui ouvre la porte à de nombreuses questions. Et nous devons nous poser ces questions avant d'ouvrir ces portes. Par exemple, si vous avez un système de paiement privé, cela veut dire qu'il n'y a rien qui empêche les banques ou l'entreprise en question de faire baisser la qualité du service tout en augmentant les prix. C'est ainsi que les monopoles se créent. C'est avec des entreprises à forte densité de réseau. Et donc, l'idée, ce serait de voir si on peut émettre une version virtuelle de ce billet de banque que j'ai la main afin que les personnes aient un choix. Et le choix, c'est très important pour que les populations aient confiance dans notre approche. Alors, nous sommes en ce moment donc, dans un projet à 2 ans. Nous sommes en train de nous pencher sur toutes les problématiques pertinentes avant de savoir si nous allons lancer ceci ou non. Nous ne pouvons pas émettre un billet de banque qui soit falsifiable. Et de la même manière, ce n'est pas possible de faire ça avec une monnaie virtuelle. Mais je pense, moi j'ai bien aimé ce que vous nous avez présenté, hein. Alors, nous avons vu les billets de banque, nous avons vu la carte, et je vous vois avec votre téléphone, et c'est là le troisième, c'est ça? Oui, je suis d'accord avec Cécilia. Nous devons laisser le choix aux usagers. Lorsque nous échangeons avec différents usagers, lorsque ceux-ci déménagent, eh bien, ils partent avec de grandes quantités de liquide car ils ne savent jamais ce qui peut se produire, même si dans le pays où ils vont, on accepte d'autres moyens de transaction ou d'autres moyens de paiement. Alors, je pense que c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde. Moi-même, je défends la démonétisation, mais je vois bien qu'il y a un choix qui doit être effectué. Ce que l'on voit avec les portefeuilles électroniques et mobiles, eh bien, c'est qu'ils
peuvent approvisionner leur portefeuille grâce à leur connexion donc avec la banque, et ensuite ils peuvent payer grâce à leur portable. Il s'agit là de des quantités prépayées donc sur leur compte. Il n'y a pas d'intérêt, pas de commission là-dessus. L'idée, c'est également que, où qu'ils soient, ils puissent transférer l'argent et qu'ils puissent également le retirer en espèces. Nous voulons que les personnes puissent payer partout. Et M. Tadeusz le disait, les consommateurs, les usagers ne sont pas intéressés par le moyen de paiement, ils sont intéressés par le produit qu'ils achètent. Donc, si on voit le temps consacré au paiement lorsqu'on fait la queue et que la personne de l'autre côté du guichet est en train de compter les espèces, eh bien, ça fait beaucoup de temps. Et notre objectif, c'est de raccourcir ces délais afin que vous ayez le temps pour faire d'autres choses plus intéressantes avec votre temps. Alors, pourriez-vous nous en dire plus sur votre avis donc en ce qui concerne l'anonymat, la protection de la vie privée, etc. Alors, oui, tout le monde s'intéresse à l'aspect négatif et personne ne pense aux aspects positifs. Lorsque nous avons eu le GPS avec les smartphones il y a une dizaine d'années, eh bien, tout le monde avait un petit peu peur et on avait peur d'allumer cet appareil car on pourrait savoir où vous vous trouvez. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte que lorsque j'avais besoin d'une carte et de savoir où me diriger, eh bien qu'il fallait que j'allume et que je me connecte. Et cela voulait dire que oui, je sacrifiais donc cette information-là. En tout cas, il faut laisser le choix au consommateur, à l'usager. Par exemple, si vous avez une allergie aux noix, peut-être que vous pouvez avoir une application qui vérifie et qui retrace vos achats et qui peut vous envoyer une notification pour vous dire attention, ce produit, cet aliment ne convient pas aux personnes qui sont allergiques au gluten, aux noix ou qui font attention à leur taux de cholestérol. Donc en tout cas, il faut laisser le choix à l'usager de donner ces informations. Alors, on a l'impression est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez Est-ce que vous pensez que les consommateurs ont l'impression d'être épiés plus ou non? Eh bien, j'ai l'impression qu'au lieu de les sensibiliser, nous leur faisons peur. Dans une banque en Pologne, il y a quelques années, il y a eu une catastrophe car le message donc envoyé avait été négatif et je pense que tout revient à l'éducation des usagers et à leur sensibilisation. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a deux aspects. Je suis d'accord avec ce que Cécilia nous a dit. Il y a une décision qui est effectuée par l'usager, par le consommateur. Que nous le voulions ou non, ce sont des décisions qui sont prises à chaque instant. Uber, la géolocalisation, etc. Mais même pour ce qui est de l'exemple donné donc de la compagnie d'assurance, et par exemple la compagnie d'assurance peut vous proposer de mettre une boîte noire dans votre voiture et vous paierez moins, mais cela veut dire que la compagnie d'assurance sait comment vous conduisez. Voilà. Du côté du consommateur ou de l'usager, il faut en réalité sacrifier un peu donc de la protection de sa vie privée. Il n'a pas le choix quelque part. Par exemple, lorsqu'on parle d'épidémie, Ebola, c'est très grave. Et ce qui était le plus grave, c'est justement que il y a eu des personnes qui se sont déplacées, des personnes qui étaient peut-être déjà contagieuses, passant par l'Italie et aux États-Unis, etc. Or, 3 semaines avant, la personne se trouvait dans une zone qui avait été touchée par Ebola. Et donc le partage des données sur tous ces déplacements, qui évidemment pose des questions sur la protection de la vie privée,
permettait également d'avoir des informations qui étaient cruciales à ce moment-là. Et nous avons vu tout ceci avec la gestion d'Ebola dans les dernières années. Ce que cet exemple nous montre, c'est qu'il y a bien sûr un côté qui est celui de la décision de l'usager. L'individu, la plupart du temps, prend cette décision. Parfois, ce sont les gouvernements qui doivent le faire à la place de l'individu. Mais ce qui est source d'inquiétude, surtout, c'est l'utilisation de ces données. On a vu, avec l'épidémie, grâce à la coordination entre les différents pays et le partage des données, ils ont pu faire face à un problème aussi grave qu'Ebola. Alors, cela veut dire qu'il faut de telles situations pour que les pays coopèrent entre eux. Cécilia nous disait tout à l'heure que s'il y a un problème, on peut, bien sûr, ça peut aboutir à des poursuites judiciaires, mais cela n'est pas nécessaire. Au Royaume-Uni, certaines questions ne posent pas problème. Et donc, ce que je fais n'est pas illégal, alors que du point de vue du droit suédois, c'est un manquement à la réglementation. Et je peux peut-être en être conscient, mais lorsque je suis au Royaume-Uni, cela ne s'applique pas. Si la coordination n'est pas faite entre les différents systèmes juridiques et judiciaires, eh bien ces problèmes persisteront. Donc, pour ce qui est de la gestion des risques et de la cybersécurité, il faut savoir comment faire pour sécuriser cette quantité massive de données et garantir que d'autres n'en fassent pas un mauvais usage. Nous le savons, il y a donc des entités frauduleuses. Nous en avons vu, nous avons vu beaucoup d'exemples de ceci. Comment c'était la dernière fois, il y a eu une attaque, donc une cyberattaque contre des systèmes. Bon, peu importe. Et Microsoft dépense 1 milliard de dollars par an en matière de cybersécurité et c'est un montant qui continue à augmenter. Donc, bien sûr, des petites entreprises et les startups doivent s'épanouir et grandir, mais quelles sont les normes que nous allons appliquer? Les normes qui s'appliquent à une fintech ne sont pas les normes qui s'appliquent à une banque, et pas uniquement parce que les fonds ne sont pas les mêmes, les montants ne sont pas les mêmes, ce sont les réglementations qui ne sont pas les mêmes également. Il ne s'agit pas uniquement d'une question de concurrence, il s'agit vraiment d'investissement. Microsoft n'est pas ravi de dépenser 1 milliard par an pour des questions de cybersécurité, mais ils n'ont pas vraiment le choix, ils doivent le faire. Oui, alors en tant que start-up fintech, en tant que représentant d'une start-up fintech, je pense qu'il vaut mieux avoir une réglementation qui s'applique à nous et d'avoir des cadres qui s'appliquent à nous. Il faut des normes pour ce qui est de la protection de la vie privée et la cybersécurité, car cela garantit la protection des usagers, mais cela garantit également un établissement de normes pour les fintechs. Nous pourrions suivre l'exemple d'autres fintechs qui se sont installés à Londres ou ailleurs, mais nous avons décidé de lancer notre activité au sein de notre pays. Nous avons demandé un permis, une licence auprès de la banque slovène. Et ce que nous avons pu recueillir auprès de nos usagers, c'est que nous avions une présence physique lorsqu'il y avait un pépin ou un souci à résoudre. Nous devons avoir au sein de nos salariés quelqu'un qui s'occupe des mesures anti-blanchiment, quelqu'un qui s'occupe des services de paiement, c'est-à-dire des postes que l'on ne trouve pas dans les fintechs classiques, même si nous sommes une petite entreprise. Mais cela protège les fintechs, cela évite les erreurs et je voulais d'ailleurs le souligner. Les normes communes permettront une meilleure
ou en tout cas la possibilité de paiement entre différents pays. Oui, je vous remercie d'avoir parlé de la réglementation des fintech, tous les deux. Primos, pour une start-up dans les fintech, quand est-ce que la réglementation, à quel moment la réglementation représente-t-elle une entrave? En tant que représentant de fintech, quand est-ce que vous dites non, cela va trop loin, c'est trop réglementé? Eh bien, il faut savoir que nous n'avons rien lancé avant d'avoir l'accord de la Banque centrale slovène. À savoir, nous avons eu leur accord, ne serait-ce que pour lancer notre projet pilote. C'est un peu un secteur très particulier. Le secteur financier, c'est comme le secteur des aéronefs, hein. Il faut vraiment faire attention. On ne peut pas se lancer comme ça. Notre application a été développée au sein d'un incubateur qui travaille depuis 25 ans à l'élaboration de produits pour des banques centrales et commerciales. Nous avons demandé à la Banque centrale slovène si nous pouvions lancer un test de notre produit et ensuite nous avons pu investir après avoir obtenu le retour d'expérience des entreprises et des usagers et ensuite nous avons lancé le premier produit après avoir obtenu la licence, l'autorisation en septembre 2015. Après cela, nous avons lancé notre produit sur le marché et nous l'avons commercialisé. Et c'est ce que nous faisons pour chaque nouvelle idée. On ne fait pas notre travail dans notre coin. Nous sommes donc dans un secteur qui est très réglementé. Et si nous commettons une erreur, eh bien, nous perdrions énormément en matière de confiance d'usagers. Et donc, nous essayons d'être très préparés, très bien préparés. Nous investissons beaucoup de temps dans la préparation. Cela veut dire que ces cadres juridiques, bien sûr, nous asphyxient à maints égards, mais pour nous, c'est un mal nécessaire en quelque sorte. Nous devons travailler dans le cadre de cette réglementation dans notre secteur. Alors, le vol, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité. Et bien sûr, nous savons que le vol dans les banques et le vol donc d'espèces ont diminué dans mon pays. Et il faut savoir en tout cas que c'est un travail qui nous reste encore. Nous devons encore beaucoup faire pour trouver une solution à ces problématiques. Aujourd'hui, nous parlons énormément de la résilience des systèmes. Si par exemple, vous voulez participer au système des banques centrales, il faut adhérer à un certain nombre de normes, à une réglementation qui est très particulière et qui s'applique à ce secteur-là. Et je pense que l'une des difficultés pour le secteur privé et pour les entreprises, c'est que l'on externalise de nombreux services informatiques. Et en tant que consommateur de ces services externalisés, eh bien, il faut garantir que les normes techniques sont suffisantes. Et donc, il faut vraiment savoir de quoi il s'agit lorsque nous sommes en train d'acheter ou de consommer ces services qui sont externalisés. Sur ce qui est de la réglementation et la réglementation des fintech, il y a une charte fintech aux États-Unis qui a suscité le scandale puisque on se disait, eh bien, on ne va pas réglementer les fintech comme on applique une réglementation à la banque. Et donc, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Il faut bien que le régulateur montre à ce secteur que la réglementation est là pour aider les fintech et non les entraver.
La protection des consommateurs ne veut pas dire que nous le protégeons de tout et que nous l'infantilisons. Cela veut dire que le consommateur doit pouvoir avoir accès aux outils qu'il veut utiliser. Je travaille dans ce secteur depuis longtemps, une vingtaine d'années. Eh bien, dès que l'on avait une idée innovante, eh bien, tout de suite, les secteurs, les départements qui étaient chargés de la réglementation étaient contre et souhaitaient appliquer une réglementation trop stricte. Je pense qu'il est très important que le régulateur puisse proposer un espace qui soit réglementé et contrôlé, mais dans lequel les fintechs peuvent tester leurs produits. En Pologne, nous avons une entreprise qui a pu développer donc dans les dernières années une monnaie virtuelle grâce à la technologie blockchain. Ils ont d'ailleurs remporté plusieurs prix à Londres. Et ils ont dû le faire à Londres parce que ce n'était pas possible en Pologne. Et donc, oui, nous devons permettre à ces entreprises de lancer des projets et de faire des expériences en Pologne. Oui, je voudrais rajouter une étape supplémentaire dans cette réglementation, en tout cas en parler. On parle de la réglementation FinTech, des réglementations des banques, mais on parle toujours des paiements. Lorsque l'on parle de règlements qui doivent être cohérents à travers des frontières, on parle également des différentes activités couvertes. Lors du sommet B20 à Berlin et du G20, on a parlé d'une approche différente de cette déréglementation. On parle des réglementations concernant les entités juridiques. Vous avez une autorisation bancaire, vous suivez une certaine réglementation. Vous êtes FinTech, il y a une autre réglementation qui s'applique. Alors, plutôt que de penser verticalement, on pourrait penser horizontalement. Donc, si vous voulez faire un paiement, il faut suivre un certain nombre de réglementations. Où que vous soyez, vous voulez faire un prêt, eh bien, il faut suivre une certaine réglementation. Ce n'est plus une réglementation par entité juridique, mais par activité. Et les décideurs ne réfléchissent pas de cette manière actuellement. Et pourtant, c'est un pas important. Plus nous créons de séparation, de division, plus nous contournons le problème ou nous l'ignorons. Combien de temps faut-il pour voter une loi et combien de temps faut-il pour créer une start-up? On parle de deux rythmes, deux vitesses totalement différentes. Donc, cette approche est une approche qui est efficace, donc transfrontalière, qui couvre plusieurs politiques et plusieurs activités, plutôt que par entité juridique unique. Je voudrais m'adresser à vous, le public. Je reviendrai sur cette question d'inclusion ou d'intégration avant de terminer, mais je voudrais vous donner la possibilité maintenant de poser des questions sur tout ce dont nous avons parlé. Je vais commencer ici. Est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter? Bonjour, je suis Myriam. Je travaille contre l'antiterrorisme et le blanchiment d'argent actuellement. Et donc je m'adresse à la personne qui est assise au milieu qui parlait de la protection des données et de la réglementation. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une réglementation de l'Union européenne de 2016 qui concerne les fintech et qui modifie la manière dont elles traitent les données? Ils effectuent un profilage des données de leurs clients et les fintech doivent désormais nommer une personne, un responsable des données à partir de 2018, je crois.
Et puis, en ce qui concerne le respect des réglementations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les sanctions des États-Unis, l'embargo, etc., vous avez parlé des paiements anonymes. Les paiements anonymes ne sont pas couvertes par les recommandations du GAFI ou de la Task Force financière. Et la directive de l'Union européenne de 2015 pour les banques et le secteur bancaire. Il y a également les lois américaines des États-Unis qui sont extraterritoriales et qui s'appliquent à toutes les entreprises étrangères qui utilisent le dollar et partout dans le monde. Et les sanctions peuvent être automatiques, même si vous ne commercez pas directement avec elles. Donc comment est-ce que vous prenez cela en compte et comment est-ce que vous prenez en compte ces nouvelles réglementations? Merci beaucoup. Nous sommes effectivement conscients que cette question de protection des données devient de plus en plus forte, de plus en plus stricte. Et pour nous, ce n'est pas un obstacle. Au contraire, c'est quelque chose qui protège les startups fintech. Nous avons un responsable, comme vous l'êtes, de l'anti-blanchiment et l'anti-fraude, la lutte contre la fraude. Nous avons des mesures qui sont mises en place pour éviter cela. En 2018, nous aurons un responsable des données et nous nous mettrons en conformité avec la loi, bien entendu. Et lorsque vous avez parlé du droit américain extraterritorial, pour l'instant, nous nous sommes concentrés sur la Slovénie. Et donc, nos paiements sont effectués avec des entités slovènes. Donc, il s'agit d'un environnement réglementé uniquement slovène. Et actuellement, nous ne mettons pas en place des paiements transfrontaliers. Et en ce qui concerne l'anonymat, lorsque nous payons au restaurant, il y a un QR code sur le reçu. Si vous payez en liquide, le serveur ne sait pas qui vous êtes. Et c'est la même chose pour notre app, notre application. Vous scannez le code et vous payez. Et lorsque le restaurant obtient le paiement, il l'obtient de la part de Nbill et non pas de la part de John ou de quelqu'un d'autre. Il obtient toutes les transactions qui ont été effectuées ce jour-là avec une liste de ce qui a été vendu et de quelle est la commission. Donc, nous protégeons la vie privée, l'anonymat. Nous sommes une institution, une entreprise de paiement. Nous ne sommes pas une entreprise de marketing. Et nous nous concentrons sur cela pour rendre le paiement plus facile. Okay. Peter van Humbeek from the Social Economic Council of Flanders. Je travaille au Conseil économique des Flandres en Belgique. Je voudrais faire un lien avec une session précédente sur l'économie du comportement. Plusieurs orateurs ont parlé de l'expérience de l'usager, du consommateur. Vous avez dit que le consommateur devait avoir un choix et qu'il avait un choix à effectuer entre le confort d'utilisation et la vie privée. Il faut éduquer les consommateurs pour qu'ils puissent faire les bons choix. Mais ce matin, on a entendu que nous surestimons peut-être la possibilité et la capacité des consommateurs à faire ces choix. Je pense qu'en tant que consommateurs, nous ne sommes pas suffisamment informés pour faire ces choix. Nous ne savons pas ce à quoi nous renonçons. Même lorsque nous sommes bien informés, nous ne sommes pas forcément rationnels ou aussi rationnels que nous le pensons. Donc peut-être qu'il y a un plus grand rôle à jouer pour le gouvernement que ce à quoi nous pensons. Et je parle du gouvernement. Je ne parle pas nécessairement de réglementation ou de législation. Merci. Très intéressant. Gianluca. Oui, je voudrais reprendre l'exemple de Uber et de l'Ebola.
Dans le cas d'Uber, l'individu prend la décision et il renonce à quelque chose pour obtenir un service. Il s'agit d'une décision extrêmement pragmatique. En ce qui concerne l'Ebola et le partage de ces données, ça, c'est quelque chose qui ne revient pas à l'utilisateur. Il ne peut pas décider s'il veut partager ou pas, parce qu'il y a un effet sur la lutte contre l'Ebola. Et c'est donc au gouvernement, et pas un seul gouvernement, de décider. Donc, c'est quelque chose de tout à fait valable, mais on ne peut pas séparer ces deux aspects. Bien sûr, on peut éduquer les consommateurs, mais à quel point est-ce que l'on décide qu'ils ont bien compris et qu'ils peuvent prendre des décisions? Parce que est-ce qu'on peut décider qu'ils ne sont pas capables, ou est-ce qu'on peut décider qu'ils savent tout? C'est compliqué. Donc, on peut parler à la société, avoir un retour et voir comment la communauté réagit afin de savoir où elle a besoin d'être protégée, et il ne faut pas non plus surprotéger. Oui, nous guidons effectivement, mais je ne sais pas si nous le faisons suffisamment en tant que gouvernement. Est-ce que nous écoutons suffisamment tous ceux que nous devrions écouter? Je ne sais pas. Oui, c'est une question intéressante. Est-ce qu'on attend trop du consommateur? Et personnellement, je pense qu'on ne devrait pas avoir besoin d'avoir une thèse en finance pour pouvoir faire les bons choix. Mais s'il y a des choix compliqués à faire, il faudrait que nous puissions les faire. Et je pense qu'il y a un rôle pour le secteur public, et en particulier pour nous, c'est de mettre en place des méthodes efficaces de paiement, et qu'il faut qu'il y ait une possibilité d'avoir recours au secteur public. Et donc, si vous n'êtes pas intéressé par Swish ou par les différentes applications, si vous ne souhaitez pas les utiliser, il faudrait toujours pouvoir utiliser qu'il y ait une offre de secteur public disponible. Et l'argent liquide était cette solution jusqu'à maintenant. Elle l'est toujours, mais si elle devient dépassée, eh bien, il faut que nous voyions comment mettre à jour notre offre pour la société, pour ceux qui souhaitent l'utiliser. Oui, également, il faut regarder le contexte. En tant que ministre du Développement économique, je ne sais pas si je sais tout, je suis correctement informé lorsque je coche la case sur Google concernant l'utilisation. Alex, je travaille pour Square, une compagnie fintech à San Francisco. Je voudrais revenir sur cette notion d'inclusion. Historiquement, il y a une partie de la population dans de nombreux pays qui ne participe pas au secteur financier formel, traditionnel. On est un petit peu en train de réinventer le système financier, et donc est-ce que l'on peut prendre des mesures à la fois du côté public ou du côté des entreprises pour permettre à ces gens de participer? Une chose que je n'ai pas encore entendue et que j'aurais souhaité entendre de la part des décideurs, c'est le fait que les consommateurs ont besoin d'effectuer des choix. Et les gens ont, par exemple, besoin d'un smartphone pour le faire. Et pour les SDF, le fait d'avoir un smartphone est vraiment extrêmement positif. Cela permet d'entrer en contact avec d'autres personnes. Mon journal de rue permet aux personnes d'obtenir un revenu, mais également d'être en contact avec les autres et de participer au système. Alors, si je regarde tous les SDF à Amsterdam, cela ne coûterait pas très cher de leur donner un smartphone et de leur apprendre à l'utiliser. Il y a des ONG dont le seul but est de répondre aux lettres des institutions financières pour des gens qui ont pris de mauvaises décisions. Et moi, je travaille avec des gens qui ont pris les mauvaises décisions tout le temps, et c'est pour ça que je travaille avec des gens qui sont SDF. Oui, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un problème pour les SDF.
Par exemple, il y a une dizaine d'années, en Pologne, les banques étaient l'un des premiers pays à mettre des puces sur les cartes. Et puis on nous a dit, ah non, on va demander aux gens de rentrer un code PIN pour pouvoir payer, ils ne vont pas se souvenir de leur code PIN. Et on en a parlé pendant des années. Et en Pologne, la sécurité sociale, les paiements sont effectués au niveau local. Et eux, ils ont commandé des cartes avec des puces, et puis ils ont dit aux plus pauvres, eh bien voilà, c'est une carte, c'est une puce, et voilà, vous pouvez sortir et payer avec ça. Il n'y a eu aucun problème. Et je pense que bientôt, dans un avenir pas si lointain, nous testons des terminaux en Pologne, des sortes de smartphones, qui permettront donc aux personnes les plus pauvres d'avoir une carte et ensuite ils pourront utiliser cette carte dans les magasins. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment un problème d'exclusion pour les plus pauvres. Anand du Pakistan. Je suis étudiante en master à Paris. Je voudrais parler aller au-delà, porter le débat au-delà de l'Europe. Et je me demandais si vous aviez des informations sur les perspectives des fintech dans les pays émergents, en particulier au Pakistan, par exemple. Et je pensais en particulier aux infrastructures physiques qui sont nécessaires pour développer ce type de technologie. Par exemple, avec le microcrédit au Pakistan, au Bangladesh, on y a accès, y compris dans des villages très isolés où il y a peut-être des coupures d'électricité pendant plusieurs heures par jour et les gens ont quand même des téléphones portables et ils peuvent transférer de l'argent grâce à ces téléphones. Donc je me demandais quelle était votre position par rapport à ces pays-là. Oui, effectivement, nous avons reçu d'autres questions également en ligne. Et l'une concerne l'Afrique en défi des avantages. Les Africains n'ont jamais pu avoir ce type de discussion philosophique sur la démonétisation. Je ne sais pas qui est-ce qui souhaite répondre à cette question. Mais oui, je pense que c'est un très bon exemple, l'exemple de l'Afrique, de l'expérience de l'usager. Effectivement, nous, en Pologne, par exemple, nous n'avons pas eu de chèque. Nous avons sauté cette étape. Et en Afrique, ils ont également sauté des étapes. Ils ont sauté l'étape carte bancaire et ils passent directement à l'étape téléphone. Donc je pense que c'est un très bon exemple. Oui, effectivement, l'infrastructure, donc les systèmes de téléphone portable. Et il faut travailler à des solutions conjointes lorsque l'on parle du paiement. Donc il faut que les banques collaborent sur les prix, sur la qualité du service. Il faut que les systèmes fonctionnent de manière conjointe ou en collaboration avec le secteur public. C'est ce qu'a fait la Suède, en tout cas. Bon, je ne me souviens pas des chiffres exacts, mais assez proche de la Suède et la Scandinavie, nous avons donc des taux de démonétisation semblables et le Kenya. Et cette accélération au Kenya s'est produite grâce au smartphone. Le taux d'alphabétisation est très bas. Et donc, les applications étaient une manière de payer de manière plus rapide. Deuxième élément, pour élargir un peu la question, donc, était donc la prochaine présidence du G20 après l'Allemagne et l'Argentine. Le programme n'est pas encore fixé, mais l'un des éléments clés de l'Argentine est de réfléchir à la manière dont la technologie et la numérisation peuvent être mieux utilisées pour les pays émergents et les pays en voie de développement, en particulier dans les secteurs informels. En
créant des plateformes et en y donnant accès afin qu'elles soient rapides et faciles à utiliser et que cela puisse permettre au marché informel d'émerger grâce à la simplicité d'usage. Il y aura donc, ce sera donc une des priorités de la prochaine présidence du G20. Bonjour, Thalissa. Je travaille ici à l'OCDE et je voudrais parler de l'inclusion dans des termes plus pratiques parce que vous avez dit que la Suède s'orientait vers la démonétisation très rapidement et que même les mendiants vont utiliser des paiements Swish ou électroniques. Alors je ne sais pas comment cela va fonctionner parce que partout, lorsque je souhaitais ouvrir un compte bancaire, il fallait un revenu. Et donc, dans ces cas-là, il me semble que des portions énormes de la population vont être laissées de côté, les réfugiés, etc. Alors, ça serait difficile de rentrer dans les détails, mais pour faire bref, il y a une directive de l'Union européenne qui est mise en œuvre actuellement, qui donne aux personnes, aux citoyens européens, des droits à avoir accès à un compte bancaire. Et donc les réfugiés qui attendent de savoir s'ils vont pouvoir rester reçoivent une carte prépayée avant d'avoir un numéro personnel qui leur donne la possibilité d'ouvrir un compte bancaire. Ils ont des cartes prépayées qui leur sont octroyées par le gouvernement. Mais je peux rester un peu, afin que nous en parlions après, si vous le voulez. Et en ce qui concerne le système Swish pour les mendiants, je pense que c'est l'étape suivante. Parce que la plupart des gens ont un compte bancaire en Suède, même les SDF. Une question ici, puis devant. C'est un bon signe, toutes ces questions. Je suis britannique d'origine zimbabwéenne, je travaille à l'OCDE. Alors, l'idée des sociétés démonétisées a été textée dans des pays qui ont connu l'hyperinflation et c'est une des pistes que le Zimbabwe explore. Bon, il n'y a pas l'infrastructure. Les mécanismes pour permettre aux citoyens de participer à cette société manquent également. Je me demandais quelle était votre réaction par rapport à l'utilisation des fintechs pour d'autres systèmes monétaires et fiscaux. The short answer is... Alors, brièvement, je dirais non. Je dirais que ce n'est pas possible. Je ne vois pas d'outils fintech qui pourraient être utilisés pour une politique budgétaire ou monétaire. C'est vraiment des questions politiques, de dépenses publiques, quelles sont les décisions qui sont prises, la politique monétaire concerne les questions d'argent, les questions monétaires. Donc le fintech, c'est un peu une cerise sur le gâteau. Ce n'est pas quelque chose qui va tout transformer. Encore 2 ou 3 questions, mais je vais vous demander d'être très rapide. Oui, je suis économiste à la retraite. J'ai travaillé pour j'ai été dans des banques, j'ai eu mon compte dans des banques américaines et européennes, des grandes banques, et j'ai été victime de fraude. Je n'ai pas entendu parler de ce sujet. Vous avez parlé de système Swish, de porte-monnaie électronique, et j'ai l'impression que les entreprises, y compris les banques, n'ont pas envie de dépenser de l'argent pour accroître la sécurité et la sécurité de mes données. Je me demandais si vous pouviez réagir. Oui, un problème pour les consommateurs aux États-Unis est qu'il y avait des chèques et ensuite ils sont passés aux cartes avec puce il y a 2 ans seulement, alors qu'en Europe ça fait 7 ans que ces cartes sont obligatoires. Donc nos consommateurs sont beaucoup plus protégés.
Nos transactions sont plus protégées. Je croyais qu'on en avait parlé. Lorsque j'ai parlé du fait que 50% des applications sont frauduleuses. Je sais que les banques en général dépensent des millions par an pour accroître la sécurité. D'ailleurs, c'est dans l'intérêt, le propre intérêt des banques. D'accroître la sécurité. Et pas seulement la cybersécurité. Parce que quand il y a une fraude, c'est la banque qui paye. Donc d'un point de vue totalement égoïste, c'est nécessaire. C'est un problème. Effectivement, c'est un gros problème. Et plus l'on va vers la démonétisation, plus il devient facile de pénétrer dans le système. Il faut donc un investissement massif en termes de cybersécurité et également, il faut pouvoir gérer ces données parce que ce n'est pas juste quelqu'un qui utilise frauduleusement un code. C'est l'utilisation des données qui pose problème et qui permet la fraude. Donc c'est quelque chose de très important. Je viens d'Australie et je voulais parler des banques et des envois à l'étranger en ligne. Donc il y a de plus en plus de migrants dans le monde et il y a de plus en plus de besoins pour ces transferts en ligne. Et les gens utilisent principalement Western Union et d'autres types d'organisations du même type. Et donc comment les banques peuvent-elles fournir ce service grâce à le blockchain et les compagnies fintech? En fait, vous parlez des commissions, c'est ça? Toutes les banques ont besoin d'un retour sur investissement. Le Royaume-Uni a été le premier pays qui a mis en place des distributeurs de monnaie gratuits. Et pourquoi il l'a fait? Pas pour être le premier, mais parce que ils se sont rendus compte qu'il y avait un plus grand retour grâce à cette distribution et l'utilisation que lorsque les banques intervenaient directement et touchaient une commission, facturaient ce service. Il y a encore des banques qui le facturent. Et donc, pour répondre à votre question, cela dépend de la distribution et le business model le plus efficace va émerger. Donc à la fois de la part des banques et des entités non bancaires qui effectueront des transferts gratuitement. Et également, lorsque l'on parle de transferts gratuits, eh bien, parfois cela semble gratuit, mais cela ne l'est pas au final, parce que, par exemple, le taux de change est un vol ou est abusif. Alors, la question de la gratuité dépend et est secondaire par rapport à la facilité d'utilisation et le fait qu'il soit accepté ou non de l'autre côté. J'ai vu à l'écran quelque chose d'intéressant. Lorsque l'on paye par carte, vous ne voyez pas combien vous dépensez parce que on dépense 25% de plus lorsqu'on a une carte. Et j'ai vu ça en Pologne le lundi. Les gens se rendaient dans les distributeurs et puis ils tiraient de l'argent. Et c'est comme ça qu'ils gèrent le budget familial. Et c'est quelque chose qui manque dans les paiements électroniques. C'est très facile de dépenser tout votre salaire le premier jour et ensuite, qu'est-ce que vous faites le reste du mois? Donc, il nous faut des produits qui nous obligent à mettre de l'argent de côté pour le reste du mois. Oui, tout à fait. Et je suis heureux que vous ayez soulevé ce point. Je vais terminer rapidement. Mais personnellement, en tant que père de jeunes enfants, je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas assez parlé. On a parlé de l'éducation.
On a parlé de surconsommation et donc on peut se demander comment utiliser les fintech pour accroître la responsabilité des jeunes consommateurs parce que ça devient trop facile de dépenser de l'argent. Oui, c'est quelque chose qu'on a vu lorsqu'on parlait des cartes de crédit parce que quand on utilise sa carte, on ne sait pas combien il reste sur le compte. Et c'est quelque chose que nous avons pris en compte dans notre logiciel. On voit toujours le montant qui reste sur le compte bancaire et également il s'agit d'un système prépayé. Donc si vous alimentez, vous pouvez dépenser. C'est la limite que vous vous fixez en tant qu'utilisateur. Et puis j'ai parlé de discipline financière. Les factures que vous recevez sont très souvent en papier, des factures papier. Et puis les gens les oublient. Et puis il y a des intérêts, des pénalités de non-paiement. Et donc nous voyons quelque chose qui aide les utilisateurs à payer à temps. Et donc nous avons vu que depuis 2 ans, depuis notre création, les attitudes changent, par rapport au paiement, parce que les gens se rendent compte que s'ils ne payent pas, l'entreprise ne pourra pas payer les salaires et que donc c'est un cercle et que l'argent c'est un peu comme le sang qui circule et qu'il faut que cette circulation soit permanente. Voilà. Bien, donc l'argent doit circuler comme la circulation sanguine. Je vais m'arrêter sur cette comparaison. Merci pour vos questions. Je ne vais pas vous laisser la parole pour faire un résumé. Nous avons tous contribué à ce débat fascinant. Merci à vous tous pour les questions. Merci à nos panélistes d'avoir parlé en toute sincérité. Merci. Don't forget your phone, by the way. I appreciate it. But I have learned that all you give is all you get. So give it all.